Le sol tremblait comme si la terre elle-même hurlait, non pas de douleur mais de présage. C'était l'aube du 22 juin 1941. L'air froid du matin, chargé de l'odeur métallique de carburant et de poudre, parvenait à peine à étouffer le rugissement incessant des moteurs alignés le long d'une immense frontière endormie, sur le point d'exploser. Des millions d'hommes, des machines de guerre sans précédent, un empire d'ambition forgé dans le feu de la tyrannie, se préparait à l'assaut. L'opération Barbarossa n'était pas seulement une invasion, c'était le destin en marche, l'essence même d'un régime expansionniste à l'apogée de sa confiance, aveuglé par le pouvoir et la certitude de la victoire. À cet instant, le Troisième Reich se croyait invincible. Ses Panzerkeile, des coins d'acier et de feu, avaient déchiré l'Europe occidentale en quelques semaines, écrasant des nations avec une brutalité et une efficacité jamais vues. La Blitzkrieg, la guerre éclair, était sa signature, un sceau de terreur et de triomphe. Les soldats allemands, endurcis par des campagnes victorieuses, marchaient avec un optimisme presque religieux, croyant en leur propre suprématie, en l'inévitabilité de leur domination. Leurs yeux bleus, autrefois fixés sur la France et les Balkans, visaient désormais l'Est, les vastes steppes de l'Union soviétique, un territoire qui promettait des ressources illimitées et l'anéantissement final d'un ennemi idéologique. Le soleil se levait, teintant l'horizon d'un rouge sang qui semblait de mauvais augure, un avertissement silencieux que personne n'osait entendre. L'air glacial de l'aube caressait les visages impassibles des commandants, la sueur froide des tankistes et le souffle chaud des chevaux d'artillerie, tous au bord d'un abîme qu'ils ignoraient. L'odeur de terre humide se mêlait à l'odeur âcre du métal chauffé et à la nervosité humaine. C'était le calme avant la tempête, l'illusion du contrôle, avant que l'enfer ne s'ouvre sous leurs pieds. Ceci est une plongée dans les profondeurs de l'une des campagnes les plus vastes et les plus brutales de l'histoire humaine. L'invasion qui a condamné le Troisième Reich à la mort dans l'étreinte glaciale de l'hiver soviétique. Une saga d'ambition démesurée, de souffrances inimaginables et de résilience indomptable. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé dans sa forme la plus brute et la plus percutante. Durant les premiers mois, l'avancée allemande fut aussi foudroyante qu'un éclair s'abattant sur la terre. Les divisions Panzer, machines de guerre d'acier et de puissance de feu, percèrent les défenses soviétiques comme un couteau chaud dans du beurre. Des colonnes d'infanterie motorisées et implacables suivaient le sillage de destruction, consolidant les conquêtes. Le son assourdissant des moteurs Maybach des chars se mêlait aux cris stridents des Stuka, les bombardiers en piqué qui terrorisaient les lignes ennemies, transformant le paysage en un enfer de fumée, d'éclats d'obus et de cris. Les soldats allemands, avec leurs casques d'acier et leurs uniformes gris, avançaient à travers les villes et les champs, leurs bottes martelant le sol poussiéreux en rythme. La confiance était palpable, presque arrogante. Ils étaient le fer de lance d'un nouvel ordre, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Des centaines de milliers de soldats soviétiques furent encerclés, capturés ou tués dans de gigantesques batailles d'anéantissement, les fameuses Kesselschlachten, les batailles du chaudron. La carte de l'Europe de l'Est changeait chaque jour, peinte aux couleurs de la croix gammée, tandis que la Wehrmacht s'enfonçait toujours plus profondément au cœur de la Russie. Mais chaque pas en avant, chaque kilomètre conquis, les rapprochait d'un ennemi qui n'était pas seulement l'armée rouge. Les vastes distances, les routes précaires qui se transformaient en bourbiers à la moindre pluie, la résistance inattendue et brutale des défenseurs, tout cela constituait les premiers signes que cette campagne ne serait pas comme les autres. L'odeur de la victoire commençait à se mêler à celle d'une terre indifférente, gigantesque, qui semblait engloutir des armées entières. La machine de guerre allemande, si efficace sur de courtes distances, commençait à atteindre ses limites, et l'automne suivi de l'hiver approchait, porteur d'une promesse de tourment. Le enfer qui s'annonçait ne serait pas seulement de feu, mais de glace. Le piège se mettait en place. L'euphorie initiale s'estompa, comme la brume matinale. Ce qui était autrefois une marche triomphale se transforma en un bourbier de boue et de sang. L'automne soviétique arriva, impitoyable, transformant les routes rudimentaires en marécages infranchissables. Les panzers, autrefois symboles de vitesse, s'enfonçaient maintenant dans la boue collante, leurs moteurs rugissant en vain, l'odeur d'huile et de terre mouillée envahissant l'air. Les camions de ravitaillement patinaient, coincés,
tandis que la chaîne logistique allemande s'étirait dangereusement, fine comme un cheveu sur le point de se rompre. À chaque kilomètre, la résistance soviétique devenait plus féroce, plus désespérée. Ce n'étaient plus seulement des défenses statiques, mais des embuscades brutales, des attaques nocturnes de partisans, la terre brûlant sous les pieds des Allemands. Du côté soviétique, la fureur de l'invasion se transforma en une flamme de haine et de résilience. Hommes et femmes, beaucoup sans formation militaire formelle, prirent les armes. Le cri de « Za Rodinu » pour la mère patrie résonnait dans les forêts et les ruines des villes. Les soldats de l'armée rouge, autrefois désorganisés, se battaient maintenant avec une férocité qui choquait les envahisseurs. Le combat au corps à corps était la norme. Baïonnette contre baïonnette, couteau contre poing. Le son métallique des lames qui s'entrechoquent, l'odeur âcre de la sueur et de la peur, les cris gutturaux de douleur et de défi emplissaient l'air. Les PPSH-41 soviétiques, pistolets mitrailleurs simples mais efficaces, déversaient des torrents de plomb, tandis que les fusils Mosin-Nagant tiraient avec une précision mortelle depuis des positions cachées. L'horreur n'épargnait personne. Des villages étaient incendiés, leurs cendres dispersées par le vent froid. Les civils, pris entre deux feux, couraient désespérément. Des mères serraient leurs enfants, la terreur gravée sur leurs visages, tandis que le son lointain de l'artillerie devenait un vacarme assourdissant. Des femmes, pour beaucoup veuves de guerre ou avec des maris au front, peinaient dans les champs ou dans les usines, faisant tourner l'engrenage de la résistance, tandis que d'autres rejoignaient les partisans, vivant dans les forêts, sabotant les lignes de ravitaillement ennemies, transformant l'arrière-garde allemande en un chaudron d'insécurité. L'odeur de fumée et de mort planait sur tout, tel un linceul invisible. À mesure que l'automne avançait, le froid devint un ennemi aussi implacable que n'importe quelle armée. Les températures chutaient, des pluies glaciales se transformaient en blizzards précoces. Les soldats allemands, encore dans leurs uniformes d'été, commencèrent à ressentir le véritable impact du général hiver. Les engelures étaient fréquentes. Les armes s'enrayaient. Les véhicules refusaient de démarrer. L'odeur de carburant gelé et de corps sans vie commençait à se mêler à l'air. Les yeux des soldats, autrefois pleins de confiance, reflétaient maintenant un épuisement profond, une peur glaciale qui pénétrait jusqu'à l'âme. Chaque matin, de nouveaux camarades étaient retrouvés raidis par le froid, le visage pâle et bleu, les mains gelées sur leurs armes. Avancer signifiait s'enfoncer dans un enfer encore plus profond. Reculer était impensable pour le commandement allemand. L'ordre était « pas de retraite ». Moscou était en vue, à seulement quelques kilomètres, mais chaque pas se payait en sang et en chair congelée. Le paysage, autrefois champ de bataille, devenait un cimetière à ciel ouvert, parsemé de cratères de bombes, de véhicules détruits et des corps de ceux qui étaient tombés. Le hurlement du vent glacial semblait porter les lamentations des morts. La neige, qui allait bientôt tout recouvrir, serait un manteau blanc sur une horreur indicible, un suaire pour les rêves de conquête d'un empire. Le manque de ravitaillement aggravait la situation de jour en jour. Nourriture, munitions, équipements divers, tout devenait un luxe inaccessible pour les troupes en première ligne. Les chevaux, essentiels pour le transport, mouraient d'épuisement et de faim, leurs corps décharnés et gelés jonchant les sentiers. La ration de pain diminuait. Le café chaud n'était plus qu'un lointain souvenir. L'odeur de la faim, mêlée à celle des corps non enterrés, faisait de l'existence un supplice constant. Le moral s'effondrait. Des soldats, autrefois disciplinés, luttaient désormais non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre le désespoir qui s'infiltrait dans chaque fibre de leur être. Le piège de l'hiver soviétique se refermait lentement, mais implacablement, sur la Wehrmacht. Les lignes de front s'étiraient sur des milliers de kilomètres, diluant la puissance d'attaque, transformant chaque avant-poste en un point d'isolement. Le siège n'était pas celui d'une ville, mais de toute une armée, prisonnière de l'immensité et du froid. L'immensité du front diluait la puissance de feu allemande. Chaque village, chaque forêt devenait un champ d'extermination. Les combats s'éternisaient pendant des heures, des jours, dans une brutalité quasi médiévale. Dans l'obscurité des nuits glaciales, des patrouilles soviétiques, fantômes blancs dans la neige, surgissaient de nulle part, attaquant les avant-postes allemands avec une férocité sauvage. Le son des tirs étouffés, le cliquetis des couteaux et des baïonnettes, les cris suffoqués des hommes mourant dans le froid, devinrent la bande-son permanente. L'odeur de sang frais se mêlait à celle de la poudre brûlée et du givre pénétrant.
Les Allemands, habitués à la Blitzkrieg, se retrouvaient piégés dans une guerre d'usure, un hachoir à viande où chaque mètre conquis coûtait d'innombrables vies. Les chars Panzer, autrefois orgueilleux, étaient immobilisés ou opéraient avec une extrême difficulté, leurs canons s'enrayant souvent dans le froid glacial. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, le métal gelé des véhicules était un piège, l'air raréfié et les odeurs de sueur et de peur, la seule réalité. L'artillerie russe, auparavant sous-estimée, tirait des salves implacables, transformant les tranchées allemandes en cratères de terre et de chair. Le son assourdissant des katyushas, les orgues de Staline, était un présage d'horreur, leurs roquettes déchirant l'air avec un sifflement sinistre, avant d'exploser avec une fureur dévastatrice. Du côté soviétique, la résistance était nourrie non seulement par l'idéologie, mais par un pur et simple instinct de survie. De nombreux soldats de l'armée rouge étaient des paysans, des défenseurs de leur terre, de leur famille. Ils se retranchaient dans des maisons en bois, dans des ruines d'usines, transformant chaque lopin de terre en une forteresse improvisée. Les tireurs d'élite soviétiques, maîtres du camouflage hivernal, rôdaient dans les forêts, faisant de chaque mouvement allemand un risque mortel. Le claquement sec d'un fusil Mosin-Nagant et le bruit d'un corps tombant dans la neige étaient fréquents. La guerre n'opposait pas seulement des armées, c'était une guerre contre l'existence même. Les villes, autrefois vibrantes, n'étaient plus que des squelettes de pierre et d'acier, leurs rues jonchées de décombres, leurs bâtiments transpercés de projectiles. L'odeur de béton brûlé et de poussière se mêlait à celle des corps en décomposition sous la neige. À Leningrad, le siège transforma la vie urbaine en un cauchemar de faim et de froid. Des millions de civils, piégés, affrontaient la mort quotidiennement. Le pain était rationné en grammes. Les enfants dépérissaient dans les bras de mères désespérées. Le son du vent hurlant à travers les fenêtres brisées était presque aussi terrifiant que celui des sirènes d'alerte aérienne. L'isolement des forces allemandes sur les lignes de front était quasi total. Avec des routes impraticables, la livraison de fournitures essentielles relevait du miracle. La nourriture se raréfiait à des niveaux critiques. Chevaux, chiens et même rats devinrent des sources de nourriture désespérées. La gangrène attaquait les membres gelés. Les exécutions sommaires étaient courantes, soit sur ordre des supérieurs pour maintenir la discipline face à la panique, soit par de purs actes d'inhumanité contre les civils et les prisonniers. L'air était chargé de l'odeur de la mort, de la maladie et du désespoir. Pour les femmes et les enfants soviétiques, la guerre signifiait une terreur constante. Des réfugiés erraient sur les routes gelées, leurs maigres possessions dans des baluchons en lambeaux, les yeux vides d'espoir. Le froid mordait leur peau exposée, la faim rongeait leurs entrailles. Beaucoup succombaient au bord des routes, leur corps bientôt recouvert par la neige, se transformant en monuments silencieux de la barbarie. Les récits d'atrocités allemandes, réels ou exagérés par la propagande, nourrissaient la haine et la détermination soviétiques. La lutte n'était plus pour un territoire, mais pour la survie de l'âme elle-même. L'hiver n'était pas seulement une saison, c'était un bourreau silencieux et implacable, étranglant lentement la machine de guerre allemande, transformant ses hommes en statues de glace et d'effroi. Chaque jour qui passait, la chance de victoire s'amenuisait, remplacée par la certitude d'un enfer sans fin. Le cœur du conflit s'enfonçait dans un abîme de désespoir. Pour les soldats allemands, chaque aurore apportait une réalité plus brutale que le cauchemar de la nuit précédente. La faim ne rongeait pas seulement les corps, mais aussi l'âme. Les rations, déjà maigres, étaient souvent gelées, devenant des blocs de glace immangeables. L'odeur de la faim était constante, une présence fantomatique qui s'accrochait aux vêtements, à la peau, à l'air même. La malnutrition ouvrait la porte aux maladies, typhus, dysenterie, pneumonie. Les hôpitaux de campagne, improvisés dans des granges glaciales ou des tentes précaires, étaient surpeuplés d'hommes blêmes, crachant du sang, les yeux fixés dans le vide, attendant la faim. L'odeur des antiseptiques se mêlait à celle des excréments et de la mort. La discipline, autrefois l'épine dorsale de la Wehrmacht, commençait à céder sous le poids du tourment. La peur de mourir de froid, d'une balle russe ou de faim était omniprésente. Les récits de désertion, d'automutilation pour échapper au front, de crises psychotiques devenaient de plus en plus courants. Des hommes, autrefois fiers, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, le visage émacié, la barbe gelée, les yeux rouges de privation de sommeil et d'épuisement. La camaraderie se transformait en une lutte pour un morceau de pain supplémentaire, pour une place plus chaude près du feu. Le son des toux,
Des grincements de dents dus au froid, des gémissements de douleur étouffés étaient la symphonie macabre de cet enfer blanc. Du côté soviétique, la résilience était mise à l'épreuve jusqu'à la limite de la capacité humaine. À Stalingrad, la lutte devint un carnage urbain sans précédent. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque étage était disputé mètre par mètre, dans des combats au corps à corps qui duraient des jours. L'odeur de la poussière de briques et de béton pulvérisé se mêlait à celle du sang et de la sueur. Le son constant des tirs de mitrailleuses, des explosions de grenades, des cris de « Hurrah !» et de « Heil !» résonnaient à travers les décombres. Les soldats soviétiques, avec leurs uniformes matelassés et leurs lourds manteaux, se déplaçaient comme des spectres parmi les ruines, transformant chaque trou de balle en position de tir, chaque tas de décombres en barricade. Ils étaient la personnification de la défense acharnée, de la volonté de ne pas céder un seul pas. Les tireurs d'élite, comme Vassili Zaïtsev, devinrent des légendes vivantes, leurs fusils Mosin-Nagant tirant avec une précision mortelle, traquant les officiers et les mitrailleurs allemands. Chaque tir, un son sec dans l'immensité du chaos, signifiait une vie en moins, un souffle d'espoir en plus pour les défenseurs. L'hiver, pour les soviétiques, était un allié brutal, mais familier. Il connaissait ses secrets, ses pièges. Ils creusaient des abris profonds dans la neige, portaient des vêtements de fourrure, entretenaient leurs armes avec des huiles spéciales pour le froid. Mais même pour eux, le coup était immense. La faim les frappait aussi, bien que moins intensément que les envahisseurs. La fatigue était une constante, la mort une voisine proche. La guerre psychologique était aussi dévastatrice que la guerre physique. La propagande soviétique exploitait la souffrance allemande, avec des haut-parleurs sur les lignes de front diffusant de la musique mélancolique et offrant du pain et une reddition. De l'autre côté, les Allemands, dans leur arrogance initiale, avaient sous-estimé non seulement l'hiver, mais aussi la profondeur de la résistance et du patriotisme soviétique. Ils étaient arrivés avec une mentalité de conquérants et se voyaient maintenant comme les prisonniers d'une immensité glaciale et impitoyable. L'odeur de la fumée des incendies se mêlait à celle du bois brûlé et des corps calcinés, un rappel constant de la destruction de masse. Les décisions des commandants allemands, autrefois considérées comme géniales, semblaient maintenant des actes de folie. Hitler, loin dans son bunker, interdisait toute retraite, exigeant des sacrifices impossibles. Ces généraux, pris entre la loyauté et la réalité brutale du front, assistaient impuissants à la désintégration de leurs armées. À chaque rapport de perte, à chaque demande désespérée de ravitaillement ignoré, le piège se resserrait un peu plus. Le hurlement du vent dans les steppes glacées n'était pas seulement le son de la nature, c'était la complainte de millions d'âmes, l'avertissement d'un empire qui s'effondrait dans l'étreinte glaciale d'un ennemi qui ne pouvait être vaincu. Chaque jour, l'espoir diminuait, remplacé par une résignation sombre, et la certitude que la retraite, quand elle viendrait, serait un calvaire. Tandis que la Wehrmacht gelait sur ses positions étirées, l'ennemi, loin d'être brisé, préparait sa riposte. Dans le silence glacial des steppes, sous le manteau blanc de la neige, l'armée rouge orchestrait un plan aux proportions colossales. L'opération Uranus, lancée en novembre 1942, fut un coup de maître. Tel un éclair bleu dans l'obscurité, les forces soviétiques, avec des centaines de milliers d'hommes et des milliers de chars, déferlèrent sur les flancs où les lignes allemandes étaient tenues par des alliés moins bien équipés et plus vulnérables. Le son assourdissant de milliers de canons explosant à l'unisson déchira l'air glacial, suivi par le grondement implacable des T-34 soviétiques, qui balayaient le paysage comme une avalanche d'acier. Le choc fut absolu, la surprise dévastatrice. Les défenses roumaines, hongroises et italiennes, incapables de contenir l'assaut soviétique, s'effondrèrent dans la panique. L'odeur de poudre brûlée et de terre fraîchement retournée se mêlait à l'odeur métallique de la peur. En quelques jours, les deux bras de la tenaille soviétique se rejoignirent près de Kalach, à l'ouest de Stalingrad, refermant le cercle sur la 6e armée allemande, plus de 250 000 hommes, y compris le général Paulus et son état-major. Le piège, autrefois une métaphore, était maintenant une réalité brutale, un Kessel, un chaudron, de glace, de faim et de mort. Pour les soldats piégés à l'intérieur de la poche de Stalingrad, la nouvelle de l'encerclement fut un coup terrible. L'optimisme, déjà fragile, s'évapora.
remplacé par un désespoir paralysant. La radio, autrefois source de propagande triomphale, n'annonçait plus que la catastrophe imminente. Le froid, qui était déjà un bourreau, devint un tortionnaire. Les températures chutaient à 40 degrés cricri. Le vent hurlait comme un million de fantômes, balayant la neige et le givre sur les corps épuisés. L'odeur de chair congelée, d'urine et d'excréments dans les abris de fortune, de fumée des feux de charbon qui chauffaient à peine, était l'essence de leur nouvelle réalité. Hitler, dans son lointain bunker, interdisait toute tentative de sortie. Pas de reddition. L'ordre résonnait, insensé et cruel. Il promit un pont aérien qui ne se matérialisa jamais. Des avions de transport peu nombreux et vulnérables tentèrent de percer le blocus soviétique, apportant de l'espoir, et le plus souvent, seulement plus de morts. Le son lointain des moteurs des Junkers Ju-52 était une brève mélodie d'espoir, rapidement étouffée par le feu de la DCA soviétique. Les quelques fournitures qui arrivaient étaient insuffisantes, des rations de famine, des munitions rares, des médicaments quasi inexistants. La famine devint endémique. Les chevaux, déjà rares, furent abattus et dévorés jusqu'aux os. Chiens, rats, tout ce qui était comestible était chassé avec désespoir. Des soldats décharnés, dans leurs uniformes déchirés et gelés, se traînaient dans les ruines de Stalingrad, les yeux caves et vides, la voix rauque d'épuisement et de froid. Le son des toux sèches et des gémissements de douleur était constant. Chaque jour était une bataille pour la survie contre le froid, la faim et le bombardement incessant. Les contre-attaques allemandes pour tenter de briser l'encerclement, comme l'opération Tempête d'hiver, furent des actes de courage désespérés mais futiles. Les chars Panzer, autrefois invincibles, s'embourbaient dans la neige profonde, leurs canons s'enrayant dans le froid. Les hommes, épuisés et affamés, n'avaient plus la force de se battre. Le son de l'artillerie russe, qui pleuvait maintenant sans cesse sur la poche, était un rappel constant de l'inévitabilité de la faim. L'odeur de métal tordu et de corps brûlés emplissait l'air. À l'intérieur de Stalingrad, le général Paulus faisait face à un dilemme infernal, obéir à un Führer délirant ou sauver la vie de ses hommes. Chaque jour, plus de soldats mourèrent de faim, de froid ou de blessures non soignées. Les hôpitaux de campagne, lieu d'une horreur indicible, étaient remplis de mourants, leurs cris étouffés par le vent hurlant. Les officiers, autrefois confiants, avaient maintenant les visages marqués par la défaite imminente. La neige recouvrait les corps, transformant le champ de bataille en un cimetière blanc et silencieux. La résistance soviétique à l'intérieur de la ville, dirigée par le général Tchouikov, était un enfer pour les Allemands. Chaque maison, chaque tas de décombres était une forteresse. Les tireurs d'élite soviétiques continuaient de faucher des vies. Le combat au corps à corps était brutal, dépourvu de tout glamour, juste la lutte désespérée pour la survie. Le son des baïonnettes qui s'entrechoquent et des cris de guerre se mêlaient au grincement du métal et des éclats. Le 31 janvier 1943, le général Paulus, promu maréchal par Hitler, dans l'espoir qu'il se battrait jusqu'à la mort, se rendit. La reddition fut un acte de désespoir et un aveu de défaite totale. Le silence qui suivit la cessation des combats dans la poche fut presque aussi effrayant que le vacarme de la bataille. Des milliers de soldats allemands, spectres affamés et gelés, sortirent de leurs trous et de leurs tranchées, levant les mains. Leurs uniformes n'étaient que des haillons, leurs visages des masques de souffrance. L'odeur de pourriture et de désespoir était palpable. L'image de milliers de prisonniers allemands, marchant vers la captivité soviétique sous le regard indifférent de la neige, devint le symbole de la plus grande catastrophe militaire allemande. L'invasion qui promettait la gloire était devenue un cauchemar gelé. Sur les plus de 250 000 hommes encerclés à Stalingrad, moins de 90 000 survivront à la reddition, et parmi eux, seulement 6 000 environ rentreront chez eux, de nombreuses années plus tard, marqués à jamais par les glaces de la Sibérie et les horreurs dont ils ont été témoins. Leurs corps étaient meurtris, mais leurs âmes portèrent des cicatrices encore plus profondes. La catastrophe de Stalingrad ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un choc sismique qui ébranla les fondations du Troisième Reich, brisa le mythe de l'invincibilité allemande et marqua le début de la fin. Le rugissement des panzers fut réduit au silence par le hurlement du vent glacial. L'arrogance militaire d'Hitler anéantie par la résilience indomptable d'un peuple et la brutalité d'un hiver impitoyable. L'invasion qui a condamné le Troisième Reich à la mort, sous l'étreinte glaciale de l'hiver soviétique,
est une méditation poétique sur la brutalité de la guerre, le courage inébranlable et la résilience de l'esprit humain. Chaque ruine est un cri contre la guerre, chaque tombe anonyme une lamentation. Le sang sur la neige est un rappel éternel du prix de l'ambition démesurée et de la capacité humaine à endurer l'insupportable. Que cette histoire nous serve de phare, éclairant les dangers de la tyrannie et l'importance de se souvenir. Elle résonne dans les mémoriaux d'aujourd'hui, dans les livres d'histoire et dans les films qui tentent de capturer son horreur et sa leçon. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage dans le passé.